Un dimanche du mois de juillet 1943, à Oradour-sur-Glane, Henri Vergniaud, un cinéaste amateur de Limoges, filme avec sa Ciné-Kodak double 8 une partie de campagne avec sa famille et ses amis. Tourné un an avant le massacre du 10 juin 1944, ce film sur l'ancienne Oradour est le seul que nous possédions. Ces images sont montrées pour la première fois. Et c'est à ce moment-là que les nazis se sont aperçus que les femmes et les enfants n'étaient pas morts. Alors depuis la porte d'entrée, avec des mitrailleuses, ils ont mitraillé toutes les femmes et les enfants qui étaient entassés sur la partie droite. Ils les ont mitraillés, ensuite ils les ont recouverts de paille, de fagots, de phosphore, et les ont fait brûler. Et il y a eu une seule rescapée de l'église, Madame Roufanche. Elle s'était cachée derrière le maître-autel. Là, il y avait un escabeau qui servait pour allumer les cierges. Elle est montée sur cet escabeau et elle s'est jetée par le vitrail du milieu. Et cette dame a réussi à faire le tour de l'église. Elle est allée dans un jardin et elle s'est cachée dans un carré de petits bois. Ce n'est que le lendemain qu'elle a été retrouvée. Et Madame Roufanche vit toujours. Elle a maintenant 90 ans. Et c'est elle qui a pu raconter ce qui s'était passé dans l'église. Et cette dame vit seule. Elle a perdu son mari et son fils qui ont été brûlés avec les hommes dans les granges. Et elle a perdu ses deux filles et son petit-fils qui ont été brûlés dans les granges. Mai 1988. Madame Roufanche vient de mourir dans sa 91e année. Une dernière fois, ses rares parents et quelques amis lui font traverser le village en ruine. La seule mère qui parvint à s'échapper de l'église le 10 juin 1944 a fini ses jours dans une maison de retraite après avoir inlassablement raconté son histoire. C'était un samedi après-midi, 4 jours après le débarquement des Alliés. Un détachement de la division SS Das Reich encercla Oradour. Les soldats rassemblèrent la population, les hommes furent fusillés dans les granges, les femmes et les enfants brûlés dans l'église. Tout le village fut incendié. Une vingtaine d'habitants échappèrent à la tuerie préméditée et organisée par les SS. La veille, à Tulle, 99 otages avaient été pendus par la même division.
En 1945, à la demande du Comité du Souvenir, le gouvernement décida de conserver les ruines dans le meilleur état de destruction possible, comme le recommanda un ministre de l'époque. Des anciens nazis et certains écrivains mal inspirés s'acharnèrent et s'acharnent encore à transformer l'histoire d'Oradour malgré les témoignages des survivants. Malgré les récits de Madame Roufanche et de ce petit garçon qui refusa de se mettre en rang avec les autres écoliers pour aller au rassemblement. Et il y a également un autre rescapé, c'est un petit enfant de 8 ans. Mais lui, il s'est sauvé de son école. Lorsque les nazis sont allés à l'école pour chercher les enfants, lui, il a eu peur, il y avait une porte à l'arrière de son école et il s'est sauvé. C'était un petit Lorrain, Roger Godefrin. Il a maintenant 52 ans. Il est revenu dans son pays natal en Lorraine. Il habite à Thionville. Puisqu'ici, il y avait des réfugiés lorrains. Il y en a eu 44 qui ont été massacrés pour les Oradour. Vous voyez qu'ils avaient été expulsés de leur pays, qu'ils s'étaient réfugiés ici en passant à être en sécurité. Et ils ont été brûlés ici. Et ces Lorrains étaient de Charlie, à 12 kilomètres de Metz. Et Charlie s'appelle maintenant Charlie Oradour. J'ai signé beaucoup d'autographes dans les ruines. Et beaucoup à des Allemands. Parce que le guide, lorsqu'il me voyait à l'église, il dit « Tiens, vous profitez justement de la présence du jeune Godefroy qui était là. » Alors les gens venaient... Ah, tu vas gueuler, je vais mettre le clignotant. Ah. Mais enfin, j'y prêtais pas attention. Pour considérer comme un héros, non. Bon, c'était la destinée qui a voulu que je ne passe pas dans les flammes. Le bon Dieu ne voulait peut-être pas, le diable m'avait peur. C'est comme ça, c'est la destinée. J'ai rien fait de plus que les autres. Il y a des plus malins que moi qui y sont passés, c'est le destin, c'est tout. C'est pas un acte d'héroïsme, c'est pas bravo. Eh ben voilà. T'as vu ma nénette? Regarde, mademoiselle, comme elle est belle. Hein? Regarde comme il y a beaucoup d'eau maintenant. On pourrait aller à la pêche. Là, le Charles, il a sa barque là-bas. Le 18 septembre 1940, les parents Godefrin et leurs enfants sont expulsés par l'occupant. Comme les autres Lorrains, ils ont emporté une valise et une couverture par personne. C'est tout. À Oradour, M. Godefrin père trouva du travail à la boulangerie Thomas. Madame Godefrin s'occupait des 5 enfants, 3 filles et 2 garçons, dont Roger, ici chez lui en Lorraine, à Charlie-Oradour, où un monument rappelle les noms de ceux qui ne sont jamais revenus. Vous vous souvenez des discussions qu'avaient vos parents? Non. Non. Ce que je me souviens, c'est que peu avant, je ne peux pas vous dire le jour, mais il sentait certainement quelque chose. Il nous avait dit que si les Allemands arrivaient dans le village, qu'on se retrouve dans le bois qui était derrière le cimetière. Et c'est d'ailleurs ça que je me suis souvenu quand je me suis évadé de l'école et je suis allé vers le bois. Le 10 juin 1944, vous allez sur vos 8 ans, et puis vous désobéissez à ce moment-là. Oui, mais j'en suis content d'avoir désobéi. Mais pourquoi vous êtes le seul à désobéir?
Ben, j'avais bien appelé mes 2 sœurs avec, mais ils voulaient revoir la maman. Et on aurait été un groupe, il n'y en aurait peut-être eu aucun des survivants des écoliers. Un groupe, c'est plus difficile à cacher qu'un seul. Et puis moi, j'étais très petit, moi. Alors au mois de juin, il y a les herbes qui sont assez hautes. Et ça m'a permis de... Roger se sauve. L'enfant terrible, le petit rouquin, comme l'appelaient les gens d'Oradour, se souvient ce jour-là des recommandations de sa mère. Il s'enfuit par la porte qui donne sur la cour de récréation. Échappe aux sentinelles qui le voient sortir du village. En courant, il se dirige vers la rivière, vers la glane. Le petit Laurent est là, seul avec sa peur, traqué par les soldats. Il attend. Il n'a pas encore 8 ans. Et puis là, à un moment, j'entends un bruit. Alors moi, j'ai très peur des serpents. Alors je crois que c'était un serpent. Puis je me dis, tiens, c'est peut-être un lapin ou quelque chose comme ça. Et c'était un chien. Ouais. Alors je l'ai appelé Bobby, comme ça. Je l'ai appelé Bobby. Et alors, je suis parti en direction des bords. Alors là, ils m'ont vu. Et j'ai couru, enfin, le temps qu'ils arrivent vers moi, qu'ils descendent de la voiture. Et je suis arrivé vers la glane. Et les Allemands me tiraient dessus. Je vous dis, j'étais tellement petit et les herbes étaient hautes, donc ils ne me voyaient pas. J'ai sauté dans la glane. C'est pas large, la glane, il y avait peut-être 4-5 mètres. Et puis, je me suis retrouvé donc sur l'autre rive. Je me suis allongé derrière un gros chêne. Et j'ai entendu une rafale de mitraillettes. Et puis plus rien. Alors j'ai levé la tête et puis là j'ai vu une boule noir et blanc, c'était mon Bobby. Ils avaient tué. Et puis alors, je suis tombé dans le coma. Et c'est un cantonnier qui m'a récupéré et qui m'a emmené au château de Madame la Vicomtesse de Saint-Vallon. Et là c'est une famille qui habitait à côté de Charlie, la famille Passemaille. Votre compagnon de malheur, à ce moment-là, c'est un animal. C'est pour ça que j'aime bien les chiens. Il a eu peur de l'eau, il n'a pas voulu sauter dedans. Moi, j'ai seulement appris le décès de mes parents plus tard. Et là, ça a été un choc brutal avec Bobby. Quand je suis dehors en Limousin, je me sens jamais le mal du pays. Peut-être cet attachement se trouve dans le fait que le Limousin me fait penser à des endroits aux États-Unis où j'ai passé du temps quand j'étais petite. Il est vert comme le Vermont, et la taille et la forme des collines me fait penser à des endroits en Virginie. Et en Limousin, et surtout à Oradour, on est dans un endroit où les gens vivaient depuis très longtemps, où les choses se sont passées. Et en Californie, l'espace n'a pas cette poids de l'histoire. Il y a un manque de résonance de l'histoire, il y a un manque des traces visibles du passé. Sur la route d'Oradour, Sarah Farmer, universitaire américaine. Elle étudie l'histoire à l'université de Berkeley, en Californie. Depuis 10 ans, elle vient en Limousin. Le journal, Marie-Françoise Gaucher, Bernard Conchon. Bonjour. Colère à Oradour-sur-Glane. L'Association nationale des familles des martyrs dénonce dans un communiqué les films et les
livres qui, dit-elle, salissent Oradour en voulant tricher avec l'histoire. Cette protestation fait suite à la parution d'un livre anglais dont l'auteur, un certain Robert McNess, prétend expliquer l'origine du massacre du 10 juin 1944. Marie-Françoise Cochet. L'auteur affirme sans apporter la moindre preuve que des SS qui convoyaient 600 kilos d'or ont été attaqués dans les environs d'Oradour par des maquisards. Pour McNess, le vol de ce trésor déclencha la mémoire des Je suis venue au Limousin parce que je fais une thèse sur la commémoration de la Deuxième Guerre mondiale en France. Et Oradour, c'est le symbole de ça, de la souffrance des Français pendant la guerre. Et je m'intéresse à la commémoration parce que ça pose des questions et des problématiques sur la construction de l'histoire. On fait un choix de se souvenir de quelque chose, de l'oublier. Et en choisissant de commémorer quelque chose, on est en train de créer l'histoire. Et en fait, à Oradour, on peut se poser des questions sur l'histoire de l'histoire. Comment est-ce qu'on construit une narration de son histoire ou son passé national? June 10th, 1944. 642 inhabitants of Oradour-sur-Glane. 197 men, 240 women, and 205 children were savagely massacred by the Nazis. The village was burned and completely destroyed. Ce 10 juin, c'était un samedi. Et c'est, oui, vers 14 heures que je suis parti au café du Chêne, à côté de l'église, pour me faire couper les cheveux. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu arriver les Halftracks allemands qui remontaient tout le pays, et puis que je suis revenu chez moi pour prévenir ma mère et ma femme qui étaient là. Marcel Dartout avait 20 ans en 1944. Il jouait au football dans l'équipe d'Oradour. Le 10 juin, sa mère et sa femme sont emmenés dans l'église. Il ne les reverra plus. Son père, le facteur du village, est en tournée. Encadré par les SS, Marcel Dartout est conduit avec d'autres hommes vers l'une des granges du village. Il y a d'ailleurs un copain qui était un Alsacien. Je ne me rappelle plus si c'est là, ou bien quand on était dans la grange, qui a dit « Attention, ils vont nous tuer. » Joseph. Et on n'y a pas cru. On a dit « Oh, Joseph, arrête un peu. » Mais si, j'ai entendu. Je dis « Oh, t'as entendu. C'était pas possible. C'était pas pensable, ce truc-là. » J'ai les Allemands en face de moi, qui étaient là, calmes, un qui mangeait des bouts de sucre qu'il prenait dans sa poche. J'ai des souvenirs précis à ce moment-là. On bavardait même dans cette grange. J'ai des souvenirs. C'est quand même assez lointain, tout ça, pour moi. Il y a un moment où ils apportent une mitrailleuse. Oui, quand nous sommes arrivés, ils ont apporté une mitrailleuse légère. Genre du FM français. Le gars a ouvert son trépied, a balayé par terre, il va se salir, et il s'est couché. Il a mis la bande dans la mitrailleuse, puis il a attendu. C'était bien. À un moment, on a entendu un éclatement. Est-ce que c'est un coup de fusil? Est-ce que c'est une grenade? Est-ce que c'est... on ne sait pas. Je ne me souviens pas. On a entendu un éclatement, un ordre dans la grange, et ils ont tiré. Alors là, c'est l'enfer. On se sent pris les balles qui m'ont fauché. J'ai plongé. Tout le monde sur moi.
Et ça tirait toujours. Et ça criait. Et ça pleurait. J'ai un copain qui était couché sur moi, qui se plaignait. Et puis, c'était fini. Plus de tirs. Et ils sont venus sur nous, montant sur nous. Et au fusil, ils ont achevé. Ils ont achevé le copain sur moi. J'ai senti quand il est mort. Et... Excusez-moi. Alors, quelques mois plus tard, vous écrivez le récit de votre mort. Ouais. Vous utilisez des mots, bien sûr, qui sont en rapport avec ce que vous avez vécu, puisqu'on vous a fusillé. Hein. Vous parlez des faces de brutes, impassibles. Oui. Sous cet uniforme vert tant haï. Et oui. Et oui. Et oui. Et oui. C'est les Boches, à l'époque. C'est les Boches. N'oubliez pas qu'on est en guerre depuis 4 ans. On ne pouvait pas les aimer, c'est pas possible. Hein? Est-ce que vous utiliseriez aujourd'hui les mêmes mots? Oh, sûrement pas. Non. Oh, sûrement pas. Oh, sûrement pas. Voilà. Non. D'abord, le mot Boche est tombé en désuétude. C'est pas les Boches. Oui. Pas possible. Je trouve même, en relisant ça, j'ai même parlé à un moment, dans ce récit, j'ai même parlé de demander la tête des bourreaux. Et de leur famille. Et de leur famille, j'allais encore plus loin. Pourquoi pas de l'Allemagne entière. On y était. Non, je serais beaucoup moins... Je ne sais même pas si je pourrais le... Si j'en avais un devant moi, je ne sais même pas si je pourrais lui faire du mal. Je ne crois pas. Sentiment de vengeance, il a disparu? Ah oui. Complètement? Ah, complètement. Oh, complètement. Plus de vengeance. Mais le souvenir, ça on n'oubliera pas. Ça on n'oublie pas. Ça on n'oublie pas. Mais pas de vengeance. Oh, non. Je veux bien les recevoir, les Allemands, je veux bien les recevoir, mais pas au Radour. Je veux bien les voir, mais pas au Radour. Ailleurs, oui, tant qu'on veut, mais pas au Radour. Voilà, c'est à nous, ça, pas à eux. Dimanche 10 juillet. Il est 7 heures du matin. Nous rencontrons par hasard une touriste qui rentre chez elle en Belgique. C'est trop fort. Elle découvre Oradour pour la première fois. C'est pas parce que il nous arrive rien que je ne sais pas, que je pense pas. Et si on voit ça, je dis comment qu'ils étaient, ces Allemands. Vous ne trouvez pas ça? Même après, que rien ne compte plus. Et puis cette dame qui a pu se sauver, comment qu'elle a vécu le reste de ses jours, je n'en sais rien.
Et puis je pense à ceux qui n'étaient pas dans le village, qui étaient peut-être à leur travail, quelque part, et puis ils revenaient. Ils n'avaient plus rien. Il faut se mettre, prenons, que ça vous arrive maintenant. Oh, mon frère est déjà là. Ils sont déjà là avec la voiture. Oui, que je ne peux pas croire qu'ils ont pu faire ça, brûler vif, là. Les enfants, même les autres gens qui ici avaient... Je sais pas, il y a eu une erreur sûrement. On est du même âge, on a... Tu es plus vieux que moi. Oui. Bon, ben alors, je suis terminé. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est toujours suivis, on a tous été à l'école ensemble. Robert Ebras a fait construire sa maison dans les monts de Blon. Il aime cet endroit sauvage où des maquisards se cachaient pendant la guerre. André Desourteaux et lui ont grandi ensemble à Oradour. Les deux grands-pères d'André furent l'un et l'autre maires du village. Desourteaux, c'est un nom là-bas. Ebras aussi, et pour cause. Robert appartient au petit nombre de rescapés qui furent fusillés. Je me suis retrouvé dans la grange Lodi, la seule grange où il est sorti des hommes, on est sorti 5 survivants. Avec Dartou? Avec Dartou, Roby, Brossaudier, Bory. Vous avez été fusillé? Oui, on a été fusillé, oui. Vous avez été blessé? Moi, j'ai été blessé, oui. J'ai été blessé au bras, au sein gauche, à la tête, à une jambe. Enfin, j'étais pas grièvement blessé. Le plus grièvement blessé était Dartou. Ah oui, Dartou. Et qui perdez-vous ce jour-là? Ce jour-là, je perds ma mère et 2 sœurs. Une de 9 ans et une de 21 ans. Moi, je travaille à la poste ou au centre de tri. Donc, je suis resté à Limoges. Vous perdez qui ce jour-là? Tout. Mon père, ma mère, mes 2 sœurs, mes grands-parents, des oncles, tout. Je remonte en chemise avec ma bicyclette. Seul? Ah, absolument seul. On se retrouve seul, comme un chien errant, c'est tout. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté ce jour-là. Les projets, tout ce qu'on avait pensé pour le dimanche. On avait quelques projets pour le dimanche. Tout ça, tout. Puis les projets à court terme, les projets à long terme, tout est foutu. Être survivant, c'était pesant? Oui, oui. Très lourd. Très difficile à porter. Très lourd. Très difficile à porter pour nous. Et très difficile à porter pour les autres aussi. C'est que... Bon, c'est triste ce que je vais dire. Faut pas le prendre au premier degré. Mais le 10 juin au soir, 642 morts, terminé. Faut pas oublier qu'après, il y avait tout le reste. Dans les villages où vous avez des villages où tous les enfants sont morts. Rendez-vous compte de cette chose-là. Ces enfants qui sont partis le matin à l'école et qui le soir ne rentrent pas. La femme qui est partie chercher ses enfants et qu'on a fait rentrer dans le bourg, qu'on a tué, l'homme qui se retrouve tout seul. Des familles qui ont perdu, qui se retrouvent sans rien, des villages où il n'y a plus un enfant. Quel sentiment vous anime à ce moment-là? On a eu quand même une certaine haine. Plus que de la haine. Oui.
C'est plus que de la haine. La première réflexion que j'ai faite quand je me suis arrêté devant chez moi, je revois ça, cette pierre qui était tombée, sur laquelle j'ai mis mon pied sans descendre de vélo. Le premier mot que je me suis dit à moi, ils me le paieront. Et pour vous, Robert? Moi, j'ai les mêmes sentiments qu'André. Exactement les mêmes. Vous aussi, il fallait faire payer? Oui. Oui. Alors la suite le prouve. Qu'est-ce que vous faites? Et la suite, pendant une quinzaine de jours, on se tourne d'un côté et de l'autre. On était des gosses. Je pense qu'André, comme moi, ne savait pas ce que c'était qu'un fusil, ni que le maquis, ni rien. Et puis on a eu une solution. C'était de rejoindre le maquis. Moi, c'est pas par idéal, André non plus, je pense pas. Pas du tout. On a rejoint le maquis pour avoir une vengeance, déjà, pour essayer d'avoir une vengeance, mais je crois plutôt pour avoir un appui, pour ne plus se retrouver seul. Oui. C'est pas ton avis? On participe à des combats, on participe, on a le baptême du feu, tous les deux ensemble. Moi, j'ai un fusil mitrailleur. J'ai 19 ans, je sais tout juste m'en servir. On m'a fait voir une ou deux fois. André est dans le même cas que moi. Et puis on tombe dans une embuscade. Et sur 30 qu'on devait être, il y a eu 10 morts. Qui tient le fusil mitrailleur à ce moment-là? C'est moi. Fusil mitrailleur, lui, chargeur, moi. Vous vous souvenez de la réaction de votre ami Robert à ce moment-là? Quand ça commence à tirer, là, que ça sifflait dans les feuilles, parce qu'il faut être dessous pour se rendre compte de... Surtout quand vous n'êtes pas prévenu. Moi, j'étais pas prévenu, j'étais totalement innocent, je ne savais pas du tout de ce que ça pouvait être. Lui s'est retrouvé dans sa grange. Ça, il a eu quelques secondes, quelques secondes où vraiment, je voudrais pas être méchant, mais tu t'es mis à trembler. Ah oui, mais c'est sûr, oui. Mais ça n'a pas duré, ça n'a pas duré. Mais... J'ai plus eu peur. Je pense pas que c'est de la peur. Je pense pas que c'est de la peur. Non, c'est une réaction. Comme on veut. Mais j'ai vu la mort de plus près ce jour-là que le jour du 10 juin. Deux mois et demi après le massacre d'Oradour, Limoges est libérée par les maquisards. 20 000 hommes, sous le commandement du colonel Guingouin, un instituteur anonyme, qui fut le premier à prendre les armes dans la forêt limousine en avril 41. Géo Martin, un jeune limougeot, filme l'entrée des FFI dans la ville. Ce 21 août 44, Robert Ebras et André Desourteaux continuent à se battre avec leur compagnie dans le nord de la Haute-Vienne. Vous battiez pour la patrie à ce moment-là? Pour mon compte personnel. La guerre que j'ai faite, c'est la mienne. Ouais. Non, pas pour la patrie spécialement. On avait un compte à régler. Et il a été réglé mal, peut-être, mais il a été réglé. Enfin, pour moi... Il a été réglé? Non, il n'est pas réglé. Non, il n'est pas réglé. Il aurait été réglé, ça avait ramené les morts, ça ne peut pas les ramener, donc ça ne sert à rien. Mais enfin, ça, on voit ça maintenant. On a changé d'optique. À l'époque, non. Est-ce que vous avez un sentiment anti-allemand aujourd'hui? Pourquoi? Non. Moi, je ne l'ai pas. Maintenant, c'est fini, on ne va pas quand même, on va pas... Les Boches ont tué des innocents au Oradour, nous, on n'allait pas faire la même chose, non, ça aurait été... Non. Ça de toute façon, ma conscience ne me le permettrait pas. Non, ça n'a pas été notre idée du tout. Non. Vous dites Boche? Hein? Vous dites Boche? Oui. Moi, c'est un mot que... C'est un peu péjoratif. Je ne regrette pas le terme péjoratif. Vous retournez dans les ruines, aujourd'hui, André Desourteaux? Moi, j'y retourne seul, avec ma famille, avec des amis. Oui. J'aime bien.
Vous aimez bien? Si je suis seul, oui. Si je suis seul. Pourquoi vous aimez bien? Ah, ça c'est... C'est le subconscient qui est là, quoi. Pour moi, quand je rentre dans les ruines, tout n'est pas mort. En fait, ils sont là tous. Je revois notre jeunesse d'abord, notre jeunesse, de toutes les bêtises qu'on a fait dans ce bourg. Bon, mais je suis chez moi. Même que ce soit... C'est un vide réel, mais en moi-même, ce n'est pas vide. Les gens sont là. Oui, ça, à chaque porte, à chaque fenêtre, il y a un visage. C'est pas forcément triste. Est-ce que vous avez essayé de savoir pourquoi le massacre de Oradour, d'en connaître les raisons? Il y a 43 ans qu'on le cherche. On n'a pas trouvé. Il y a des hypothèses? Oui, mais qui sont toutes plus fantaisistes les unes que les autres, à mon avis. Je pense, pour moi, que la seule hypothèse valable, c'est simplement on a voulu faire un coup de terreur sur le pays pour permettre aux armées de passer, c'est tout. Et ça a été réussi, d'ailleurs. Il n'y a qu'Oradour dans l'Europe de l'Ouest où on a décidé de figer un moment dans l'histoire en gardant les restes matériels d'un fait. Il y a une autre exemple d'un village martyr très connu, et ça c'est Lidice en Tchécoslovaquie, mais là-bas on n'a pas gardé les ruines. Là-bas on trouve une mémorial qui est beaucoup plus abstrait. Je m'intéresse à tous les aspects d'Oradour d'après-guerre. Tout ce que je retrouve sur ces sujets, je mets dans mon ordinateur. C'est ma mémoire électronique. Dans l'histoire d'Oradour d'après-guerre, il y a une date clé. Et ça, c'est 1953, quand on avait fait le procès de Bordeaux. Depuis le 10 juin 1944, Oradour est devenu un nom dans l'histoire. Ces vues prises quelques semaines après le massacre disent assez l'effroyable drame. Tous les habitants, à l'exception de 6 rescapés, succombèrent. 10 juin 1944 et 8 ans après, le procès d'Oradour s'est ouvert au tribunal militaire de Bordeaux. Au nombre des 19 accusés, 13 Alsaciens enrôlés de force dans la division SS qui exécuta le massacre sont venus se présenter à la justice. Mais c'est aussi un nouveau drame qui se lève, celui des Alsaciens enrôlés de force dans la Wehrmacht. Et là, au procès, on a vu le choc de deux mémoires françaises, la mémoire de l'Alsace et la mémoire du Limousin. Les péripéties de ce procès d'Oradour qui l'atteint au plus profond de son âme. Ils étaient condamnés et ça a déclenché une telle polémique que quelques jours plus tard, l'Assemblée nationale a voté l'amnistie des Alsaciens dans l'intérêt de l'union nationale. Il fallait mettre fin à la guerre franco-française. Mais pour les gens d'Oradour, ça a été incompréhensible. Pour eux, c'était une trahison de la justice et ils ont cassé avec l'État. Pendant des années, ils ont refusé de recevoir des représentants de l'État. Pour Oradour, il y a deux dates, il y a 44, il y a 53. Je ne suis pas la seule à m'intéresser à Oradour. Actuellement, il y a une équipe d'Allemands qui vient dans le cimetière Chaptelat, à 30 km d'Oradour, entretenir les tombes des soldats de la Première Guerre mondiale. Ils font partie d'une association qui s'appelle Versöhnung über den Gräbern, qui veut dire réconciliation par-dessous les tombes. À Chaptelat,
Vicens Kremps et son équipe de bénévoles venus de Freiburg ont en quelques jours redressé les croix et nettoyé les sépultures de soldats allemands blessés sur le front en 14-18 et amenés dans un hôpital militaire du Limousin. En venant en France sur les tombes des victimes de la guerre, Vicens Kremps obéit à la volonté de son association. Réconciliation par-dessus les tombes. Le gouvernement allemand a fait beaucoup de démarches pour indemniser les victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Mais M. Vicens Kremps, qui était un soldat dans le Wehrmacht allemand sur le front de l'Est, vient dans un cadre beaucoup plus personnel. Il vient avec ses jeunes amis pour entretenir les tombes et peut-être aussi de faire face à un certain sens de responsabilité et de renouer les liens avec le peuple français et les gens d'Oradour. Wenn sie etwas zu sagen hat, was wir ihm zu Leuten in Oradour sagen, wenn sie etwas zu sagen hat. Si vous voulez dire quelque chose, est-ce que si vous avez un message ou quelque chose à leur dire, qu'est-ce que ça serait? Aux gens d'Oradour. Ah. Je suis allemand. Et je suis honte de ça qui s'est passé là. C'est ça. Et j'ai honte de ces livres faux qui ont paru en Allemagne sur Oradour. J'ai honte. Jahre nach dem Massenmord von Oradour gründen die alten Kameraden eine neue Truppenkameradschaft 1971. Kein Gericht verbietet ihre Treffen, kein Staatsanwalt hindert sie, ihre Lügen zu verbreiten. Oradour und Tull waren, und das muss gesagt werden, Reaktionen auf vorausgegangene Aktionen der französischen Widerstandsbewegung. Dass wir gegenüber allen Einwendungen und Diffamierungen nicht müde werden, darzulegen, dass der gute Name unserer Division ohne Makel ist. Also ich gehe heute Abend mit einem stolzen Gefühl über die Vergangenheit zurück. Monsieur Kremps, qu'est-ce que vous éprouvez en regardant ces images qui ont été tournées en 1971? J'ai vécu la Troisième Reich, vous savez. Et je me souviens très bien de ceux qui ont fait la gueule comme ça. Et ça, c'est la même chose. Le dernier qui a dit « je rentrerai fier du passé de ma division », celui qui a dit « Oradour, c'était une réaction contre les maquis ». Comment on peut dire ça? Comment? Que pas. Moi, j'étais soldat, j'ai fait la guerre. Combien de camarades j'ai perdu qui sont en France et en Russie? Et pour qui? Et pourquoi? Pour un fou? Pour des hommes qui sont orgueilleux? Mais à quel moment vous êtes-vous rendu compte de cela? Après la guerre, j'ai appris, on a brûlé les Juifs, on a tué dans des champs de concentration. Je dis, mais c'est pas vrai, ça peut pas être vrai. Et c'est ça qui me fait colère. Derrière nous, ils ont fait des crimes. Et nous étions enfants pour tenir le front, pour ce qu'ils pourraient faire ça. C'est incroyable. Et j'ai honte, je suis en colère. Là, dans 2 jours, il va y avoir l'anniversaire à Oradour du 10 juin 1944 du massacre. Oui. Et en ce moment, vous êtes en Limousin? Non.
Là, en ce moment? Non, je repartirai demain. Et pourquoi vous partez avant? Pourquoi vous n'allez pas assister à la cérémonie? C'est la journée des survivants. C'est la journée des familles. Et je ne vais pas toucher quelqu'un par la présence d'un Allemand. Je ne veux pas ça. Les gens d'Oradour. Quand on s'intéresse à l'histoire d'Oradour, la première question qu'on pose les gens de l'extérieur, c'est toujours le pourquoi. En faisant mon travail, j'ai recueilli une dizaine de théories là-dessus, et là, on entre tout de suite dans la mythologie. Il faut dire que beaucoup de gens d'Oradour rejettent une explication du massacre. Pour eux, c'était un acte gratuit tout court. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas les raisons exactes pour lesquelles les nazis ont choisi ce village. Il n'y avait pas de maquis, l'endroit était calme pendant la guerre. Mais il est possible qu'on met une telle force sur le fait que l'acte soit gratuit parce que une telle souffrance ne s'accorde pas avec une explication du rationnel. Quand on est victime à un tel point, l'explication devient dérisoire. L'explication la plus logique du massacre est que les nazis ont rasé Oradour en revanche pour des attaques qu'ils ont subies pendant qu'ils montaient à travers le Limousin vers la Normandie. Parler de représailles peuvent mettre certains gens mal à l'aise parce qu'il leur semble de raisonner ainsi risque de diminuer la responsabilité des nazis et de minimiser la victimisation des gens d'Oradour. Moi, j'étais à la cérémonie de 10 juin et j'ai suivi le cortège qui partait du nouveau village à l'ancien bourg. Toutes les institutions étaient représentées. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'était de voir les enfants des écoles en cortège. À mon fils Jean, qui a grandi dans Oradour-sur-Glane, tout près des ruines du bourg martyr. 10 juin 1944, sa tante Denise, institutrice à Oradour-sur-Glane, mourait dans l'église avec ses petits élèves. C'était le jour de son anniversaire. Dans une petite ferme au village de la Grange de Beuil, à 3 km d'Oradour-sur-Glane, une famille russe, ta grand-mère Louise avec ses 2 enfants, dont papa et ta tante Denise. Coquette est là aussi, la bonne chienne fidèle. Veuve très jeune avec un fils de 3 ans. Simone Bardet lit le recueil qu'elle a transmis à Jean, son fils. Ce gros cahier contient les souvenirs familiaux et le récit du 10 juin. Après la guerre, Simone Bardet et son mari Camille débutèrent leur carrière d'instituteurs à Oradour, avant la reconstruction du village. Puis vint le 10 juin. L'arrivée des Allemands vers 14 h allait anéantir cette vie calme et heureuse. Ta tante Denise, qui avait été une brillante élève à l'école normale d'instituteurs... Denise Bardet. En 1944, sa mère, Louise, lui demanda de revenir dans la ferme familiale de la Grange de Beuil, à 3 km d'Oradour. Denise mourut dans l'église avec ses élèves le jour de son anniversaire. Elle avait 24 ans. Mais Louise ne devait plus jamais revoir cette belle jeune fille brune aux yeux bleus. Dernières images d'autrefois. Madame
Madame Bardet, pourquoi avez-vous fait ce livre? Je l'ai fait pour Jean. Je l'ai fait pour mon fils, pour qu'il n'oublie jamais tout le mal que les SS nous avaient fait. Et aussi en souvenir de sa tante Denise, il l'admirait beaucoup. Dans ses écrits, dans ses livres. Alors, en souvenir de sa tante, j'ai voulu faire ce livre. C'est surtout des photos, des coupures de journaux. Tout relate le drame d'Oradour. En feuilletant ce livre, tout lui reviendra à la mémoire. C'est pour lui et pour ses enfants plus tard. Vous étiez institutrice? Oui. Nous étions tous les deux instituteurs à Oradour-sur-Glane. Après le drame, les nouvelles classes. La classe de ton père, la classe de ta mère. Je leur en parlais tous les ans le 9 juin. Je leur mettais au tableau quelques lignes. Il fallait qu'ils comprennent pourquoi ils avaient congé le 10 juin. On faisait le pèlerinage dans les ruines avec eux. Oh non, moi je trouvais que c'était normal de leur redire ça la veille du 10 juin, quoi, de le rappeler. Comme on disait là, ni haine, ni oubli. Ne pas oublier, mais on n'a pas enseigné non plus d'avoir la haine. Vous voyez, ne jamais oublier ce qui s'était passé. Je sais qu'il y a eu d'autres Oradour-sur-Glane, malheureusement, dans le monde. On avait reçu des enfants du Lydis, là, une année aussi. C'est affreux, en fait. Surtout quand on vit à côté. Là. Vous aimeriez vivre ailleurs? Oh non, je ne peux pas dire. Mais je sais que les premières années, ma belle-mère voulait toujours aller dans les ruines. Alors, il fallait que je l'accompagne toutes les semaines dans ce bourg en ruine et elle me répétait toujours la même chose. Elle connaissait les gens qui avaient disparu, alors elle me répétait toujours. C'était très pénible. Mais il lui fallait quelqu'un pour parler de cela. Et même encore, elle en parle toujours. Oh, elle avait bon caractère. Elle avait su que ça partait comme ça, mais elle ne le savait pas. Je me demandais comment ça s'est passé, ce massacre, moi. Là. Nous, on était là, on ne savait rien. On faisait comme ça. Oh, le jour du massacre, on n'a pas parlé de ça du tout. Nous, on n'y pensait pas, ça. On ne pensait pas qu'il y avait un massacre, qu'il y avait le massacre à Oradour, le soir. Je ne comprends rien. Les Français n'avaient pas peur des Allemands. Personne ne s'est sauvé. Les Allemands y allaient avec eux. Ça s'est plus, ça. Elle est venue manger à midi, là. Elle est venue manger à midi, Simone. Avec un homme que j'avais pris pour faire... Denise, avec un homme que j'avais pris pour faire des betteraves. Alors, elle est venue manger là, nous avons mangé là, et puis elle est repartie sur son vélo à Oradour, bien sûr. C'est à ce moment-là, au bout d'un petit moment, qu'il y a une femme qui est venue de Vérac, elle m'a dit, sais-tu qu'à Oradour, on tue tout le monde? J'ai dit, pas possible, si, on tue tout le monde. Le 3 juillet, Denise écrit dans son cahier. Je viens de retrouver et de relire mon carnet d'autrefois. Denise Bardet écrivait ses pensées et les chroniques de sa vie dans des cahiers d'écolier. Louise, sa mère, les retrouva dans la chambre de sa fille après le drame. Elle nous les confia. Ce sont les seuls écrits laissés par une victime. Louise les a lus et relus pendant des années. Et ce jour-là, elle ajoute « Comment vais-je le baptiser? Journal, confident, ami? J'y verserai ce qui déborde en moi parfois. » Elle était très intelligente, ma petite. Denise? Oh là là, pour son âge, vous savez. Toute la petite, elle faisait la grâce aux autres. Aux autres petits, quoi, qui venaient des fois. Toute petite. Tandis que Camille, il n'aimait pas bien ça, lui. Il est venu instituteur, je ne sais pas comment. Qu'est-ce qu'il aimait, Camille? Eh? Camille, qu'aimait-il? Il aimait les vaches, lui. Il aimait travailler dans les champs.
Et ça lui a pas passé. Il est encore méchant. Mais sa sœur n'avait pas été élevée comme ça. Mais vous êtes devenu instituteur parce que votre sœur l'était ou pas? Non, moi je suis devenu instituteur par accident. Moi j'avais voulu aussi, mais mes parents n'avaient pas voulu. Ils voulaient qu'ils soient tous pareils, voyez-vous, qu'ils ne connaissent pas. Elle aimait beaucoup s'occuper des petits, elle. Plus que Denise finalement. Parce que Denise, je crois que ce qui lui aurait convenu davantage, c'était d'être professeur. Le 1er octobre, Denise note à propos de ses élèves: mes petits s'éveillent sur tant de choses, et déjà je sens les différences. Celle qui sera plus lente que les autres, ceux qui s'appliquent et feront toujours leurs devoirs, ceux qui sont brouillons, désordonnés et toujours en l'air. C'est Roger que je préfère. Il est joli comme une fille, blond, les yeux bleus et si coquin. C'est un diable. Le 26 juillet, Denise raconte une promenade, un dimanche. Excursion en compagnie d'Ernestine et de Georgette. Vers, Oradour, Chalut, visite très intéressante des tours, d'une tour plutôt, en compagnie d'une dame très gentille et documentée. Puis le château de Montbrun, inabordable hélas, bien conservé. Déjeuner sur l'herbe, très agréable, sieste, départ d'Ournazac, église, la chapelle Montbrandet, Oradour. Je consigne cela pour m'en souvenir bien, dans 20 ans ou 30 ans, quand je retrouverai ce journal. Dans ces cahiers, Denise, elle ne fait pas d'allusion à la guerre. Eh bien non, finalement, on considérait un peu qu'on était hors de la guerre, nous. Oui, je crois, elle n'a jamais fait allusion à la guerre. J'étais trop jeune, et Denise, c'était une fille, donc on pensait qu'on ne serait pas concerné par la guerre, enfin pas beaucoup. Oh, mais c'est la guerre qui m'a eu, moi. Pensez-vous. J'ai perdu mes frères, voyez-vous, pas tous, mais... Tu as perdu 2 frères. Mais oui, mais c'était gentil, mes frères. Mais oui. Les guerres, c'était tout. La guerre de 14? La guerre de 14, après l'autre, est arrivé à finir de tout tuer. Et votre maman se pose toujours la question. Oui. Quand on n'oublie jamais, vous savez, quand je n'oublie jamais, on dit toujours, on n'oublie jamais. Mais en fait, on ne peut réparer, ils sont morts, on ne peut pas les ressusciter, ils sont morts, ils sont là. Mais quand même, quand on voit des choses aussi comme ça, vous savez, pour croire que des hommes sont capables de tuer des petits comme ça de tout, quand même. Alors, ce sont surtout quand même les parents que ça a terriblement marqué. Je sais pas ceux qui ont perdu leurs enfants. Les autres, les frères, les sœurs, quand même, ils ont refait leur vie, c'est différent. Mais les parents, je crois que tous les parents ont été un petit peu... Il y a beaucoup de parents qui ont un peu perdu la raison quand même à partir de cette époque. Quelques-uns avaient peur qu'ils se sauvent, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et moi, je ne me serais pas sauvée, je ne me serais pas sauvée, j'aurais cru qu'ils ne voulaient pas nous tuer. Quand même, c'est bien, c'est pas... Mais c'était commandé, ça. Mais les Français avaient peut-être participé aussi, ça, moi, s'il n'y avait pas des Français qui participaient. Et la lecture, ça se passait donc le soir, oui. Je suppose? À quel endroit? Dans la chambre, là. Toi, tu étais à la machine à coudre. Moi, je dormais. Et ma soeur lisait. Elle lisait une grande partie de la nuit. Et quelquefois, moi, ça m'ennuyait terriblement parce que ça ne m'intéressait pas du tout. C'était des classiques. On lisait du Molière, on lisait du Racine, on lisait du Corneille. Oh, oui, elle lisait, moi j'écoutais, je travaillais, moi. Tout ce qu'elle lisait, elle me le lisait après à moi.
Le 18 décembre, Denise note dans son cahier « Les jours s'écoulent semblables à eux-mêmes et sans rien qui puisse retenir l'attention. Joie de vivre dans ce calme bonheur qui repose de toutes les turpitudes de la société. » Et le 25 décembre, Denise écrit « Il ne faut pas confondre la barbarie nazie et l'Allemagne. Il faut lire Byrne, Buchner, Heine pour distinguer entre l'Allemagne immortelle et ses maîtres d'un jour. Et surtout, il faut témoigner des noms d'aujourd'hui, qui sont l'espoir et l'hymne de l'avenir. Thomas Mann, Brecht, Heinrich, Anna Segers, Musil. Il y a tout ce qui passe en eux du grand peuple musclé et qui trouve pour s'exprimer leurs paroles ardentes, leurs talents, leur colère. Tout ce qui est vraiment français en France devrait connaître, aimer et défendre cette Allemagne de l'exil. Ça a été bien compliqué. Il faut aussi être de fait pour connaître qu'il arrive à avoir une tragédie comme ça au Oradour. Je disais, c'est arrivé, les gens n'y croyaient pas encore. Ah, fait que voulez-vous, c'est comme ça. Oui, tu y penses toujours, finalement. Ah, j'y pense toujours à ça. Je pense toujours à ça. Je parle à autre chose, mais je parle toujours à ça. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a permis de surmonter toutes ces épreuves-là? Est-ce que tu étais croyante? Oh, un peu, mais pas comme maintenant. Si j'aime de fond, je suis croyante, je suis catholique, quoi. Et vous? J'ai été baptisé, moi. Moi aussi. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que quelquefois tu as eu l'impression que peut-être... Non, je ne crois pas que ça m'a aidé. Parce que je ne méritais pas ça quand même. Oh non, je ne crois pas que ça m'a aidé. J'ai toujours essayé de parler d'autre chose. Ma mère essayait toujours de ramener l'histoire à Oradour. Moi, j'ai essayé de faire qu'elle oublie. Tu as beaucoup pleuré après cette histoire d'Oradour. Tu pleurais tout le temps. Ah, et maintenant, beaucoup moins. Hein? Ah, mais tu sais, il y avait un moment de ça maintenant. Et puis... Oui, je crois qu'il arrive un stade où finalement on ne pleure plus.